Samedi 8 juillet 2023, place de la République à Paris, Assa Traoré fend la foule et l'interdiction de manifester, renforcée par le ralliement inédit de plus de 100 organisations. On a créé des liens de solidarité, c'est ces liens de solidarité qui font qu'aujourd'hui nous sommes encore là, 7 ans après, quand on dénonce la justice, là pour Adama Traoré, on dénonce toutes les formes d'injustice faites à tout le monde. Alors que depuis 7 ans, le comité Adama organise une marche commémorative à Beaumont-sur-Oise, la préfecture a décidé cette année de ne pas autoriser l'événement, forçant les collectifs à converger sur Paris. Ce qui se passe là, c'est l'interdiction de tes libertés à toi demain. En tant que femme, en tant que syndicaliste, en tant qu'écologiste. Et pour la première fois, le mouvement antiraciste contre les crimes policiers est rejoint par un large éventail de représentants du mouvement social et du mouvement écologiste. On va tous le payer très cher. On commence toujours par les quartiers et ça se termine pour toute la société civile. Les LBD chez nous, les armes chez nous, l'armée chez nous. Mais ça se termine dans tous les mouvements sociaux. Mais la marche de la République s'organise dans un contexte particulier. 11 jours après le meurtre du jeune Naël, suivi de plusieurs nuits de révolte dans les quartiers populaires. Ouvrant la porte à une nouvelle séquence de criminalisation et à un déferlement raciste dans l'espace public. De Nanterre au soulèvement de la Terre, ils ne rêvent pas de paix, pas de justice, pas d'écologie, mais de révolution. Ils risquent de finir engloutis par la vague qu'ils prétendent surfer. Alors que la société se clive, chaque camp fait bloc. D'un côté, un mouvement réactionnaire qui légitime la violence policière et de l'autre, le mouvement antiraciste, écologiste et social. Le média s'est intéressé aux alliances qui se nouent et aux liens qui se créent entre les luttes, écologistes et antiracistes. How dare you? You have stolen my dreams. Make our planet great again. En épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travailleur. Le 27 juin, dans cette commune de Nanterre, Naël était tué par un policier. Depuis ce crime raciste, Nanterre se soulève dans un contexte social, politique, tendu, qui fait suite à 5 mois de mouvement contre la réforme des retraites et à la mobilisation historique des soulèvements de la Terre, suivie d'une répression extrême et d'une dissolution. Un contexte qui oblige à des rencontres et à la recomposition du mouvement social, écologiste et antiraciste. Ici, à Nanterre, la colère est toujours vive. Après plusieurs nuits de soulèvement, nous sommes allés rencontrer un habitant du coin, un militant de très longue date des quartiers populaires qui connaît la famille de Naël. À un moment, la pauvre, elle a été assommée. Il y a trop de racisme. S'il n'y a pas de réaction, les gens sont morts. Là, la réaction, c'est de montrer qu'ils sont en vie, quoi. C'est de la colère, c'est pas... La révolte, c'est le seul moyen de s'exprimer dans les quartiers, finalement. Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, oui. Après... Une fois que tu as fait ça, il faut structurer les choses. Il ne faut pas se laisser rien qu'à ce niveau-là. Parce qu'en face, ils en profitent cash, quoi. Pour criminaliser, pour montrer du doigt. La vie qu'on mène là dans nos quartiers, c'est politique. Et c'est politiquement que les collectifs répondent. L'alliance dans la lutte contre les crimes de la police, dans le mouvement social et écologiste, pose désormais concrètement celle de leur implication dans les quartiers populaires. Que ces alliances ne soient pas qu'un feu de paille, opportuniste. Nous avons proposé à Nordine de rencontrer un acteur de cette union, un porte-parole de l'association Attaque, qu'on a pu voir autant impliqué dans les soulèvements de la Terre, récemment dissous, que dans les mobilisations mémoire à Naël. La réaction des jeunes, c'est un truc de... Pour moi, c'est... Eux, ils appellent ça une émeute, moi, ils appellent ça une révolte. Et voilà, pour moi, ça montre qu'ils sont vivants, quoi. Et tant mieux. Nous, on n'a pas la culture de la mort. Nous, on a la culture de la vie. Mais on ne veut pas seulement vivre, mais on veut bien vivre, sans être en insécurité permanente. C'est ça la réalité. Une rencontre qui nous permet de confronter, de croiser deux positions différentes dans la société et dans la lutte, mais qui se consacre à la nouvelle alliance. Il y a la marche à Beaumont, la marche annuelle appelée par le comité Adama, qui a été rejointe par énormément d'organisations, notamment issues du mouvement social, mais des organisations écologistes également. On voit de plus en plus d'appels. On a vu les soulèvements de la Terre auxquels... Attaque, vous participez également, appelez dans les mobilisations à venir soutenir les marches pour Naël et pour toutes les victimes des violences policières. On a l'impression qu'aujourd'hui c'est nouveau, que les écologistes s'expriment
et convergent avec les quartiers populaires. Est-ce qu'on est en train de vivre une séquence inédite? Pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau, quoi. Mais le fait que là, dans les rassemblements ou dans les manifestations, plein de mouvements différents nous rejoignent, je pense que c'est bien. Voilà, ça va permettre pour beaucoup de gens, et en tout cas pour les familles, de ne pas se sentir isolés. Du point de vue des organisations écologistes ou des mouvements sociaux, bon, il faut être modeste. C'est-à-dire que d'une part, on n'arrive pas dans une situation où le terrain politique serait vierge dans les quartiers. Les quartiers populaires, c'est des lieux politiques depuis des années et des années. Ce qui change peut-être dans les consciences, c'est, bon, d'une part, il y a un durcissement de la situation, ça c'est certain, et surtout, il y a beaucoup plus de personnes qu'avant qui font l'expérience de la police. Bon, les questions de racisme, de discrimination, de violence de classe, etc., ne se posent pas de la même façon, à mon avis. Néanmoins, il y a quand même des expériences qui sont approchantes. Alors après, comment on fait ces alliances-là ? Il y a de la méfiance de part et d'autre qui est tout à fait justifiée parce qu'il y a aussi des passifs avec la gauche, avec plein de mouvements, etc. Et ça, nous, il faut qu'on l'ait en tête, bien entendu. Les premiers concernés, c'est d'abord à eux de mener les luttes qui les concernent en premier lieu. Et que nous, effectivement, c'est la question de l'isolement ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on est suffisamment là et on essaye de développer des initiatives pour briser cet isolement qui touche les familles, qui touche les quartiers populaires, ou est-ce qu'on reste un peu à côté, un peu à distance? Et là, ce qui est en train de changer, en tout cas, c'est qu'au moins, nous, on essaye un minimum de briser cet isolement. Après, c'est aussi les gens, les femmes et les hommes de ces mouvements-là, qui changent aussi, quoi. Et qui, peut-être aujourd'hui, aspirent plus à cette unité, pour moi, populaire, soit des gens de la campagne, des écologistes, de tous les travailleurs, quoi. Parce que nous, dans nos quartiers, c'est les travailleurs. C'est les travailleurs. On est dans des situations de paupérisation assez violentes. Et à mon avis, on est face à un gouvernement qui, au lieu de répondre au fond des problèmes de société et de vie de tous les jours, là, il préfère utiliser la répression et mettre en place des lois qui vont priver les gens de liberté et de manifester. On a vu la séquence avec la réforme des retraites, la séquence avec Sainte-Soline, les soulèvements de la terre, il y a une répression policière, mais la particularité qu'on voit dans les quartiers populaires, en fait, elle se situe parce qu'il y a la question du racisme. C'est de ça, en fait, dont il s'agit, et que peut-être d'autres mobilisations aujourd'hui ne peuvent pas forcément comparer leur situation. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que la conscience antiraciste, je pense qu'elle a augmenté, que les débats autour justement de ce que tu dis sur l'héritage de la période coloniale et comment on retrouve certaines formes de gestion des populations, ça joue bien sûr beaucoup plus. Parce que les gens, dans cette culture-là, ils n'ont pas fait de bilan de ça. C'est un truc qu'on ne peut même pas s'imaginer. Comment c'est profond, quoi. C'est que ce racisme-là, il est en somme, il est pas en dessous, tu le vois pas, il te dit pas ça en passe. Mais tu galères pour trouver du travail, tu galères pour avoir du logement, tu galères, je sais pas, pour plein d'autres choses. Dans les quartiers populaires, la pauvreté, elle est là, mais au lieu de parler de la pauvreté et de la misère des gens, on préfère parler du Chine. Et on déconsidère les populations des quartiers. Finalement, en fait, la question des violences policières n'est pas suffisante, quoi. On pourrait penser que c'est le lien entre les différents mouvements, puisque c'est quelque chose que subissent toutes les mobilisations, mais en fait, c'est pas suffisant. Il faut aussi poser la question du racisme, mais aussi la question des conditions matérielles d'existence. Le plus important, c'est aussi de changer la vie des gens. Que les gens puissent voir des perspectives grandes et d'accéder à la société normalement, pouvoir partir en vacances, se soigner, faire ses courses normalement. Il y a tout un discours soi-disant écologiste où en gros on t'incite à bien consommer, bien manger, 5 fruits et légumes par jour, du bio, nanana, comme s'il n'y avait pas d'inégalité sociale. Ça enfonce encore un coin dans les discriminations et ça rajoute une couche de ce à quoi les quartiers populaires n'ont pas droit finalement, quoi. Il y a aussi la nécessité que ceux qu'on appelait les écologistes, même si ça regroupe des gens très, très différents, ils sortent un peu aussi peut-être de leur propre agenda pour, par exemple, des choses très premières comme par exemple les ascenseurs dans les immeubles,
la façon dont les transports en ville sont organisés. Moi je viens du 93, quand il y a effectivement 2 heures d'attente pour descendre des quartiers populaires jusqu'au métro, bien sûr c'est un vrai problème. Après, il ne faut pas voir dans l'aménagement urbain la solution à tout, ça ne règle pas ce que tu disais tout à l'heure, les problèmes de pauvreté, les problèmes d'approvisionnement, etc. Mais voir effectivement comment est-ce qu'on est capable de travailler ensemble au niveau des habitants à transformer un peu nos villes, à ce qu'elles soient beaucoup plus agréables à vivre. Bon, ça c'est plein de questions concrètes. Avoir on va dire des revendications. Par exemple, il y a le prix des loyers. C'est pas possible. Bien sûr. En hiver, il fait hyper froid chez moi. Parce que je suis au-dessus du parking. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'isolement, il n'y a rien. Tu vois, c'est un truc, il pourrait penser à l'isoler, quoi. Si on met en priorité les problématiques dont on parle, on peut y arriver. Après, il ne faut pas s'éparpiller. Il faut faire attention à pas parler des quartiers comme étant tellement spécifiques qu'ils échapperaient à tous les problèmes de la société. Bien au contraire, ils les concentrent d'une certaine façon. Mais réforme des retraites, précarité, explosion de l'auto-entrepreneuriat, des gens qui s'endettent pour acheter des voitures, pour être chauffeur Uber, etc. etc. Bon, toutes les grosses tendances, ici, elles sont accentuées. Donc forcément, les violences policières se rajoutent à ça, le racisme se rajoute à ça. Je crois qu'il faut bien être vigilant à ne pas extraire de ces quartiers du reste de la société, parce que, y compris quand on discute avec des populations précarisées dans les milieux beaucoup plus ruraux, il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Alors, les choix électoraux vont pas forcément être les mêmes, les socialisations, mais il y a quand même énormément en commun. Voir comment effectivement les populations racisées, précarisées, etc., elles sont aussi soumises à beaucoup plus de dégradation environnementale, proximité avec les autoroutes, avec les data centers, avec les usines polluantes quand il y a encore des usines. Bon, ça bien sûr, c'est un truc qu'il faut vraiment intégrer, et aussi dans la façon dont les politiques environnementales bénéficient plus à telle ou telle population. Et ce que montre aussi le racisme environnemental, c'est qu'effectivement, une partie des politiques environnementales vont bénéficier plutôt aux classes moyennes blanches, en gros, qu'aux personnes de classe populaire racisées. Donc ça aussi, il faut intégrer ces analyses-là dans nos propositions, dans la façon dont on y réfléchit. Si les révoltes qui ont suivi le meurtre de Nahel peuvent marquer un tournant dans les relations entre certaines luttes, elles ne sont pourtant pas une première. En 2020, la vidéo du meurtre de George Floyd faisait le tour du monde. En France comme aux États-Unis, des manifestations historiques mobilisaient des milliers de personnes dans les rues. Ces dernières grandes manifestations antiracistes inauguraient déjà une alliance entre écologistes et familles des victimes de crimes policiers. Pour nous, la génération climat, c'est important aussi de décentrer la mobilisation climat pour venir dans les quartiers populaires, là où finalement les personnes sont vraiment victimes des inégalités environnementales, et de pouvoir petit à petit construire ces alliances ensemble. Le 18 juillet 2020, une organisation écologiste accompagnait même le comité Adama lors de sa marche annuelle à Beaumont-sur-Oise. Une nouvelle société, une société plus juste, une société plus égalitaire, ça passe par les combats écologistes, mais aussi par les combats antiracistes. Donc c'est évident qu'aujourd'hui, il fallait venir marcher. Si on veut construire la société de demain, une société qui est basée sur l'égalité, la justice, mais une société aussi qui est résiliente et durable, on ne pourra jamais le faire si on exclut en fait les gens. On ne peut pas rester dans une écologie de confort et de zone avec les personnes privilégiées. Les quartiers populaires aujourd'hui, c'est vraiment le terrain des discriminations raciales, sociales et environnementales. Et en disant qu'aujourd'hui, dans ces quartiers populaires, on veut respirer, ça veut dire qu'on veut pouvoir circuler librement sans avoir affaire à des contrôles de police, sans qu'il y ait des violences policières qui se multiplient sur les personnes racisées. Mais on veut respirer aussi au sens, on veut pouvoir respirer un air pur et un air sain. Or aujourd'hui, on sait que dans les quartiers populaires, c'est là où finalement, c'est là où il y a le plus de pollution de l'air aujourd'hui en France. Et c'est hyper important pour nous de montrer que en fait, tout ça est très lié et que c'est important de se réapproprier son quartier pour pouvoir y vivre dignement. C'est important de construire ces alliances et de discuter ensemble parce que finalement c'est le même système qu'on est en train de combattre, un système qui opprime et qui crée des injustices dans la société. L'injustice, c'est le ciment de l'unité qui leur permet pour la première fois de poser publiquement le sujet des alliances entre écologistes et antiracistes. Cette jeunesse, cette alliance, c'est ça notre force. Et c'est cette alliance qui leur fait peur. Pourtant, entre 2020 et 2023, il a fallu 3 ans pour reproduire ce type de mobilisation. Alors que dans les discours, ces mêmes écologistes insistent sur l'importance de s'adresser aux habitants des quartiers populaires.
Quand par exemple on est en tension sur le secteur de l'électricité, ce sont ces personnes-là qu'on coupe. Si on est en tension sur le secteur de l'eau, ce sont ces personnes-là qu'on coupe en premier. Et donc nous, on fait un lien direct justement entre aujourd'hui les conséquences du dérèglement climatique qu'on voit et les personnes les plus impactées. Et ces personnes-là, aujourd'hui, se mobilisent pour leurs droits de manière générale. Nous sommes allés rencontrer les instigateurs de cette unité, des précurseurs qui observent désormais leur généralisation, brisant l'isolement qu'ils ont pu connaître en 2020. Ça a bougé dans le mouvement climat et dans le mouvement écologiste en général sur la nécessité de se positionner sur l'antiracisme et les violences policières, que ça nous concerne aussi. Après, pour l'instant, ça reste encore au niveau des discours, d'appel à rejoindre des mobilisations et clairement, l'étape d'après, ça va être comment on construit une vraie écologie, enfin un vrai projet écologique antiraciste qui défend aussi la vie des habitants et des habitantes des quartiers populaires. En 2020, en vrai, avant ces grandes marches de juin, qui étaient dans un contexte un peu particulier, parce que pour rappel, c'était le moment de la mort de George Floyd aux États-Unis, le comité Adama nous a proposé de venir à la marche pour Adama à Beaumont. Et c'est ce slogan « Génération Climat, Génération Adama » qui est sorti avec un appel « On veut respirer ». En fait, tout ça, c'était un système commun qu'on dénonçait. C'est le capitalisme, mais du coup, le capitalisme, c'est nourri de la colonisation. Évidemment, il y a une nécessité de porter dans le discours, de nommer la question de la colonisation, du racisme, des mécanismes de domination et d'oppression quand on porte un discours écologique. Alors, quelle solution pour sortir des incantations et aller dans les faits ? Pour que les luttes ne fassent qu'une et résonnent en écho. À Verdragon, la maison de l'écologie populaire, une femme tente de trouver des réponses à ces questions et s'échine à sceller ses alliances, à leur donner de la matière et un but commun. Dans le discours écologiste, dans son segment le plus radical, on va dire, on entend parler d'antiracisme, d'anticolonialisme, d'anti-impérialisme, d'internationalisme ces dernières années. Donc la prise de conscience est là, les mots d'ordre, les mots sont là. J'espère, là, l'étape qu'on va réussir à passer ensemble, c'est donc, comment se traduit en fait cette alliance ? Comment elle se traduit concrètement ? Comment, quand il y a comme ça des explosions populaires, des soulèvements populaires, de personnes qui défendent en réalité leur territoire, parce que c'est ça aussi, ce qui s'est passé la semaine dernière, on peut le lire aussi à travers le territoire. Et donc oui, nous, ça fait longtemps en fait, qu'on dit que les écologistes, le mouvement climat en particulier, doivent prendre la mesure en fait, de cette dimension territoriale et être à nos côtés. Si Fatima Ouassak fait le constat d'avancées historiques, la fondatrice du Front de mer n'en reste pas moins critique vis-à-vis d'un mouvement qui s'est longtemps tenu à l'écart des banlieues. J'espère que ça va être l'occasion en fait, de passer la deuxième en fait. Et au-delà des mots d'ordre, de vraiment donner à voir quelque chose de très concret. C'est comment on travaille ensemble, comment on lutte ensemble réellement. Entre 2020 et 2023, c'est pas que ça a été lentement, c'est qu'en fait, il n'y a rien eu quasiment. C'est-à-dire qu'en 2020, il y a eu cette marche, où vraiment on se dit, enfin on a avancé, et on fait un pont entre l'écologie et l'antiracisme. Mais en réalité, politiquement, idéologiquement, on n'a pas vraiment avancé, en fait, jusqu'à aujourd'hui, 2023. En fait, ce n'est pas possible de lutter contre l'ordre policier et son expression de violence sans lutter contre le racisme structurel. Les deux questions sont complètement liées, en particulier en France. Mais encore faut-il faire ce travail. Parce que si on se contente simplement de dire « Ah, mais c'est bon, le mouvement climat a pris 2-3 claques, et même parfois même plus », enfin, il va prendre conscience de ce que sont les violences policières, et donc ça va être le fil qu'on va pouvoir tirer et même qui va se tirer tout seul, en fait, naturellement, vers la question raciale et coloniale. Non, pas du tout. Il faut pas laisser se faire les choses comme ça de manière magique, en fait, spontanée. C'est un travail politique qu'il faut faire. Jusqu'à la mort de Nahel, en réalité, il y avait vraiment un déni de la question raciale dans sa réalité, en fait, dans comment elle se traduisait, notamment dans ces territoires dévastés, ségrégés, pollués, les quartiers populaires. Il y avait un déni. Malgré parfois d'ailleurs des effets d'annonce. C'est-à-dire que parfois on se revendique comme ça d'un mouvement antiraciste, par exemple, ou décolonial. Le mot décolonial a été très très utilisé. Mais dans la réalité, quand on pose la question, mais ça se traduit par quoi ce projet antiraciste ? Là, il y a vraiment mais tellement rien que ça en est choquant, en fait. Comment on peut travailler entre espace écologiste et espace antiraciste et quartier populaire ? On doit partir d'une interpellation. Et notamment d'une interpellation depuis les quartiers populaires, qui interpelle un mouvement large, qui ne se soucie pas
des populations qui vivent sur ces terres-là, en fait. C'est l'interpeller sur le fait que, pour l'instant, quand ce mouvement envisage la Terre, il n'envisage la Terre que habitée par des populations blanches. Est-ce que la Terre à défendre, à vos yeux, en fait, c'est la Terre que vous habitez ? Vous, population blanche, plutôt classe moyenne, plutôt diplômée, plutôt de centre-ville, etc. Est-ce que c'est la seule terre en fait, que vous envisagez de protéger ? Sinon, si ce n'est pas uniquement cette terre-là, si vous envisagez que l'on puisse protéger ensemble l'ensemble de la terre, il faut prendre en considération la manière dont sont traitées les personnes qui vivent sur cette terre-là, en fait, des quartiers populaires. Et donc, le racisme que subissent ces personnes-là, effectivement, racisme qui fait que ces personnes sont considérées comme étant sans terre. Elles ne sont pas légitimes à habiter la terre qu'elles habitent pourtant et où grandissent leurs enfants. Prendre en considération la question du racisme dans une perspective écologiste. Le racisme sous-humanise cette population-là, et c'est parce qu'il y a sous-humanisation de cette population que la terre que cette population habite est dévastée, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas installer des déchetteries, on ne peut pas installer des décharges, on ne peut pas installer des usines polluantes, on ne peut pas installer, comme ici, des échangeurs autoroutiers à l'air libre avec autant de pollution atmosphérique et de pollution sonore, si on ne sous-humanise pas la population qui habite cette terre. On a besoin d'humilier la population, on a besoin de la contrôler à travers des contrôles policiers, on a besoin de la déshumaniser pour pouvoir dévaster la terre habitée. Tant qu'on n'aura pas lié la question de la terre à la question raciale, et donc oui, la question coloniale de manière plus large, si on sort de l'Hexagone, on ne réglera pas le problème ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. Je crois que je participe à une génération qui a besoin de poser ses valises et qui a besoin de dire à ses enfants, en fait, cette terre est la vôtre et la terre, elle sera protégée que parce que vous allez être respecté dans votre dignité humaine. Et vous n'allez être respecté dans votre dignité humaine que si cette terre est protégée, qu'elle n'est pas dévastée, polluée, etc., comme c'est le cas aujourd'hui. Donc déjà, l'utilisation de cette expression sans terre, elle permet de faire ce constat, en fait, de cette mise en errance, de ce désancrage. Moi, par exemple, sur ce mouvement des sans terre, ça serait une proposition que je pourrais faire, par exemple, au soulèvement de la terre. C'est de dire dans quelle mesure on part de cette situation qui est dramatique. Voilà, dans quelle mesure c'est une violence en fait de ne pas être considéré comme étant chez soi, c'est une violence pour soi, c'est une violence pour la terre qu'on habite, et dans quelle mesure on peut œuvrer à un mouvement des sans-terre. Gageons que des révoltes émergent les graines d'une nouvelle conscience, de classe, écologiste, antiraciste, les soubresauts d'une conscience commune, la réconciliation des luttes. Reconnaître qu'il y a du racisme en France, c'est pas une faiblesse. Reconnaître qu'il y a du racisme en France, c'est sauver des vies. Et que du feu sortent les réponses, qu'une étincelle allume un feu de prairie.